Bonjour, shalom, salam alaikum, good morning, guten tag, atiché, avle, mavun kazo. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse que nous animons ce jour, le jeudi 12 décembre 2019. Le plateau est bien garni avec les confrères Magloire Teko Kenvi de Flamand des Démocrates. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères autour de la table, bonjour chers invités, bonjour à nos auditeurs. Merci de trahir le secret que nous avons un invité aujourd'hui. Et l'homme Ati Chogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères en studio, bonjour Canal FM. Et si vous le permettez, une pensée à tout le peuple nigérien qui, depuis quelques heures, traverse une situation difficile du fait de la menace terroriste. Et je pense que toute l'Afrique aujourd'hui doit joindre sa voix et tout le monde entier pour avoir une compassion à l'égard du peuple nigérien qui aujourd'hui est tourmenté par cette attaque meurtrière. Merci de nous faire l'écho de cette attaque qu'une garnison militaire a subi au Niger, à la frontière du Mali. Les premiers chiffres sont effroyables. 71 militaires tués, 24 disparus, sans oublier les blessés. La problématique de la paix, de la sécurité en Afrique, ça nous introduit à ce forum qui est ouvert hier à Souan, en Égypte, autour du président, le maréchal Al-Sisi, et qui regroupe 5 pays, dont le Togo, représenté par Faure Gnassingbé, et le président nigérien a quitté en catastrophe le forum d'Assouan pour revenir ici au Bercail. Olivier Adja, dans la foulée de Harakiri, chaudement ou bien fraîchement paru aujourd'hui, bonjour. Oui, bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. C'est un plaisir de me retrouver avec l'équipe du jeudi, et Ambroise Pondio, le virulent, et et tous les confrères ici. Merci. Ambroise Pondio, dont je viens de découvrir un autre aspect. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour tous les confrères ici présents. Bonjour Olivier. Bon, je sais pas si je suis virulent. Je sais pas en quelle matière. Bon, on va y aller quand même. Bon, je voudrais profiter de cette occasion pour dire mes félicitations à la FISEC Togo et particulièrement à son directeur général qui a hissé cette institution de microfinance depuis les années 69 et bon, qui a pris les rênes des années 92 et qui l'a hissé au rang des plus grandes institutions de microfinance en Afrique. Je crois que 50 ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas du chocolat. Et il y a des hauts et des bas, mais plus d'1 million de membres, pratiquement près du... C'est énorme. C'est énorme. Merci pour ce travail d'ensemble qui se fait à la fêtière des unités coopératives d'épargne de crédit. Voilà une idée née dans le village de Kougnou, dans la Kébou, ce petit feu allumé qui est entretenu par les gens et qui fait aujourd'hui un mastodonte avec plus d'1 million de coopérateurs qui participent au financement de l'économie du Togo à pratiquement 70 milliards de francs CFA, un joyau à préserver. Et comme l'homme trahissait tantôt le secret, nous avons un invité à nos côtés, monsieur Kofi Lakoussan. Bonjour. Bonjour Sass. Vous êtes secrétaire technique du prix qualité, vous êtes membre de la haute autorité de la qualité de l'environnement. Votre haute autorité organise une cérémonie d'importance demain. Nous avons souhaité que vous veniez nous en parler. Merci Sass pour l'opportunité qui nous est offerte de venir parler sur ce plateau de l'importance de la cérémonie que nous organisons demain, vendredi le 13 décembre 2019. Merci. À partir de 16h. C'est juste la salutation et puis pour que le tableau soit complet, comment oublier les techniciens? Sinon nous risquerions d'être censurés.
Eh bien, c'est Michel Kokou Vitor Betomega à la console et Géraud Dakucha qui enregistre l'émission à vous passer sur Facebook et les réseaux sociaux à partir de 12h30. Eh bien, l'émission de ce jour, nous l'articulons principalement autour de deux sujets. Il y a la qualité et puis le changement. Changement à la tête du football togolais. Ce sera en janvier prochain, le 25 janvier. Et puis, changement à la tête du Togo avec le premier tour de l'élection présidentielle le 22 février prochain. Eh bien, les candidats, aussi bien à la fédération qu'à la République, doivent méditer cette pensée de Jacques Chirac qui nous enseigne que le changement est d'abord un état d'esprit. Le prochain président de la fédération comme le prochain président du Togo doivent savoir que le changement est d'abord un état d'esprit. Mais avant cela, pieuse pensée à deux personnes, Elon Atichogbe, comme ça à tout hasard. La nouvelle est tombée depuis quelques heures. La presse togolaise est encore orpheline de l'une de ses voix d'or, Ama Nomenyo, dont la voix a bercé notre enfance, notre adolescence, notre jeunesse à Radio Lomé, Radio Togo, la TVT, RTNM Inter, même admise à la retraite, Ama Nomenyo présentait encore beaucoup d'émissions, de communiqués sur Radio Efata. Eh bien, la grande sœur, la grande aînée nous a quittés il y a quelques jours. Oui, c'est vrai que la nouvelle est tombée dans le courant de la semaine et c'est quand même une triste nouvelle pour l'ensemble de la corporation. Ama Nomenyo, tout le monde la connaît. C'est une voix d'or, quelqu'une qui quand même nous a égayé par ces émissions, ces capsules sur Radio Lomé. Et aujourd'hui, elle nous quitte. C'est quand même une tristesse pour la corporation. Je présente mes condoléances à la famille éplorée et je profite de l'occasion également pour rappeler que nous avons perdu beaucoup de confrères cette année et il y a cela quelques jours, on a perdu également Louis Baramna qui est un autre confrère et depuis janvier jusqu'à ce mois de décembre, le dernier mois de l'année, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de confrères et de consoeurs et que la terre soit légère à toutes ces personnes, à toutes ces consoeurs, à tous ces confrères. Merci. Et que ça appelle aujourd'hui à reconsidérer même nos conditions de vie et de travail par rapport à l'exercice. Merci. Au moment où elle était encore jeune, Ama Nomenyo, qui parlait sur Radio Lomé, la TVT, c'était les seuls médias audiovisuels togolais. On ne pouvait pas les manquer. Ama Nomenyo, avocat se peignant, Akako Dialetasi et le vieux Bekobu. C'est voilà ceux qui présentaient certaines émissions en langue EV, l'occasion pour nous de les saluer encore une fois. Ambroise. Oui, on oubliait aussi les techniciens qui sont souvent derrière la belle vitrée. Aounocho Menefa qui est dans le joint, qui est aussi décédé. Ça fait à peine un mois. Oui. Et je rends un hommage mérité à Madame Awa Nomenyo. Dama, nous on l'appelle, puisqu'on a fait ensemble Radio Fata. Et je me rappelle j'étais très petit. Quand elle veut venir faire son animation, tout cela, c'est la chanson qui l'a précédée. Le générique. À l'époque. Donc c'est une vieille de la vieille du monde des médias. Je voudrais ajouter en disant que. On ne dit jamais d'une femme qu'elle est vieille, Ambroise. Bon, ok, c'est la plus belle et la plus, disons, comment dire, l'aînée. Ou bien la doyenne, si vous préférez. Ok, comme tu le dis. Maintenant, ça nous ramène aux conditions de vie et de travail des journalistes. J'ai l'impression, je voudrais juste terminer là-bas, j'ai l'impression que sous d'autres cieux, le métier noble de journalisme est bien coté, comme au Sénégal. Ici, on nous a réduit au rang de planton. Je ne peux jamais comprendre ça. C'est ça qui fait que les confrères meurent dans de mauvaises conditions. Oui, on nous réduit, ou bien c'est un appel lancé au gouvernement. Pas plus tard que cette semaine, c'est vrai de parler des autres et aux autres, mais nous-mêmes. Oui. Ce début de semaine, une grande institution à laquelle j'appartiens et que je salue, a organisé ces cérémonies par un symposium de 50 ans. C'est la FUSEC que Ambroise a salué tantôt. Mais il fallait voir toute la ruée de journalistes qui sont allés couvrir cette cérémonie et quelle est la place que la FUSEC a faite aux médias qui sont venus couvrir son symposium et la modique somme que la FUSEC a distribuée aux journalistes et également l'affluence que les journalistes
ont témoigné pour cela. Hein. Ça veut dire que nous-mêmes devrions revoir certaines dispositions pour mieux nous faire respecter. Comme je l'ai dit. En une minute. Non, il faut que je le dise. Je l'ai dit, je dis passer ici, que, mais en réalité, il faut que nous-mêmes, en tant que journalistes, parce qu'on vient parler des autres ici, tout le temps, hein, on parle des autres. Les techniciens qui sont là, qui réalisent les émissions, on ne parle pas d'eux. Nous-mêmes, les journalistes, on ne parle pas de nous. Et j'ai dit la dernière fois sur ce plateau que ces personnes qui sont candidats à la présidentielle et qui s'amusent à donner 5 000 francs à la fin de leur conférence de presse, là, il faut arrêter ça. Pas seulement les candidats, toutes les grosses institutions. Maintenant, tu viens conforter ma thèse avec cet exemple. Merci beaucoup. Mais rendons un hommage aussi à un aîné qui vient de nous quitter, et l'homme Émile Dadji, grand cadre de notre pays, ancien directeur général des douanes du Togo, ancien ministre de l'économie et des finances, figure marquante, figure de proue de notre communauté. Eh bien, la nouvelle est tombée hier, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Émile Dadji, avec sa beauté angélique, son sourire éternel, nous a quittés. Magloire? Oui, on a appris l'information hier et comme vous le savez, nous on fait partie de la jeune génération, on ne l'a pas trop connu à l'œuvre. Néanmoins, en tant que journaliste, j'ai eu à connaître l'homme tout récemment parce qu'il fait partie, ou il faisait partie du comité d'organisation de la fête d'Union, je crois, qui est célébrée par la grande communauté d'Aflao, de Lomé, de Baie. Voilà, donc le monsieur et d'Agoué, voilà. Donc c'est quand même ça fait quand même un peu mal que ceux-là qui incarnaient beaucoup plus l'autorité, qui devraient assurer normalement la transition entre l'ancienne génération et la jeune génération avant de partir, quitte aussitôt comme cela. Ça fait mal, mais c'est la volonté également de Dieu, on ne peut rien. C'est le temps à jamais de réfléchir quant au lendemain, parce que l'être humain n'est pas immortel. Tôt ou tard, nous quitterons la terre, et je profite de l'occasion pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont fait à un moment donné de la vie, en tout cas aider le pays à évoluer tant soit peu. Vous avez parlé des journalistes de mon enfant, j'ai eu à écouter certaines voix, parmi lesquelles il y avait Kao Blanzo également, qui nous a quittés il y a quelques jours. À eux tous. Il y a quelques temps déjà que. Oui, ça fait 2 ans, je crois, ou 1 an, un peu plus. Que la terre le soit légère. Merci. Voilà. Le dernier souvenir personnel que je garde du ministre Dadji, c'était la dernière fois au dimanche des Rameaux, quand je l'ai vu à la messe auprès des sœurs de Sainte-Clarisse à Képé. Que la terre soit légère, à la doyenne Amano Megno et au grand frère et l'homme Émile Dadji. Sans transition, la qualité. La qualité d'abord au club de la presse, la qualité dans nos prestations, la qualité également dans les sociétés publiques, parapubliques ou privées. Une cérémonie grandiose sera organisée demain qui va consister à la remise de trophées aux entreprises lauréates des 5e et 6e éditions du prix togolais de la qualité. C'est pour en parler que notre ami, M. Lakoussan Kofi, est avec nous. Rebonjour, M. Lakoussan. Bonjour, Sas. Je rappelle que vous êtes le secrétaire technique du prix qualité du Togo, membre de la haute autorité de la qualité de l'environnement. D'abord, un petit mot sur votre haute autorité. Comme vous l'avez si bien défini, la haute autorité de la qualité et de l'environnement est une institution qui a été mise en place par la loi cadre de 2009 relative à la qualité. Et donc, elle est chargée de coordonner toutes les activités des structures techniques de la qualité dans notre pays. Eh bien, est-ce le Togo qui a l'exclusivité de ce prix qualité, ou bien est-ce que vous participez d'un mouvement d'ensemble, comme même le dit notre ami Michel Tchadja ici? Oui, effectivement, le Togo n'a pas le monopole du prix qualité. Le prix qualité est d'abord une institution sous-régionale. D'abord UMOA et ensuite CEDEAO, et avant d'être togolaise. Et donc, c'est une institution, comme je l'ai dit, sous-régionale, qui a commencé avec la politique commune industrielle des pays membres de l'UMOA, dans laquelle il y a eu le programme qualité
qui avait été développé. Et donc, pour faire la promotion de la qualité, on a introduit l'aspect de récompense aux entreprises qui sont dans la démarche qualité. Et vu le succès donc de ce programme-là, eh bien, cela a été étendu au niveau de la CEDEAO et qui donc a pris la relève de l'UEMOA. Et donc, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, il y a un prix harmonisé et avec les pays membres de la CEDEAO et ceux qui ont de bons résultats, qui réussissent au niveau national, ceux-là vont compétir au niveau régional pour le prix CEDEAO de la qualité, entièrement appelé prix UEMOA de la qualité. Alors, quels sont les critères sur lesquels vous évaluez les entreprises que vous primez à la fin? Les critères sont basés sur deux normes fondamentales. Deux normes fondamentales, il s'agit de la norme ISO 9001 version 2015 et de la norme ISO 9004 version 2018. Donc ce sont les normes de référence qui constituent les référentiels du prix qualité du Togo. Alors, demain, les entreprises lauréates des 5e et 6e éditions seront récompensées. Alors, un petit mot, pourquoi vous cumulez les 5e et 6e éditions demain? En fait, on n'avait pas eu l'opportunité d'organiser. On s'était pris un peu tardivement compte tenu des problèmes de moyens financiers. Donc, on n'a pas organisé à temps la 5e édition, ce qui fait que la proclamation des résultats a été faite au cours de cette année 2019, alors qu'il fallait en même temps organiser la cérémonie, ou bien en fait organiser le prix de la 6e édition. Donc, cela fait que, bon, on ne pouvait pas organiser cette année-là, en cette année 2019, et la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats de la 5e édition, et en même temps organiser le prix, et puis organiser en même temps la cérémonie de remise aux lauréats de 2019, qui sont de la 6e édition. Donc, nous allons voulu donc faire d'une pierre deux coups en cumulant ces deux éditions. Alors, quelqu'un qui nous suit voudrait savoir quelles sont les entreprises que vous évaluez. Est-ce que c'est uniquement les entreprises publiques, parapubliques, privées, commerciales, audiovisuelles, les médias comme Canal FM? C'est une bonne question que vous venez de poser, Monsieur Sass. Eh bien, le prix qualité est ouvert à toute entreprise régulièrement enregistrée au niveau du Togo et à jour donc de ses obligations. Et donc toute entreprise. Et donc je profite de l'occasion pour inviter donc Canal FM à s'inscrire lors de la prochaine édition. Certainement c'est en 2020, la prochaine édition du prix. C'est pour dire que tout le monde est appelé à rentrer dans cette compétition, surtout que la qualité intervient dans notre pays avec surtout le PND qui constitue aujourd'hui un plan national de développement pour notre pays et au sein duquel on a placé la qualité à un niveau très 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 élevé et pour que toutes les entreprises aujourd'hui puissent s'inscrire dans la démarche Merci qualité. Merci pour l'invite fait à Canal FM de s'inscrire pour 2020. Même nous ne serons pas seuls. Nous aurons Harakiri, The Guardian, Flambeau des démocrates et la Nouvelle Tribune et tous les médias. Nous serons nombreux à être concurrents sur le terrain et que les meilleurs seront primés. C'est un réel plaisir pour nous. Qu'on connaîtra les noms et visages des entreprises. À moins que vous venez nous en livrer un peu. Et effectivement, je crois que je réserve la surprise à tous ceux qui viendront donc à cette cérémonie-là d'en découvrir eux-mêmes. Oui, avant donc dernière question, en quoi consistent les prix qui seront décernés aux entreprises lauréates? Je m'en vais pas dévoiler également les prix qui seront décernés. Si je le disais ici, je serais encore un peu dévoiler déjà ce qui va se passer. Donc, je réserve également la surprise aux invités de venir découvrir les prix qui seront décernés donc à ces lauréats. Merci, Monsieur Lacoussan, mais vous restez avec nous. Merci, peut-être qu'un auditeur voudrait en savoir davantage quand il sonnera midi. Eh bien, nos deux numéros sont à votre disposition, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Toujours un petit mot sur la qualité de l'accès aux soins de santé, notamment dans les zones rurales.
deux articles, deux journaux en parlent un peu ce matin. D'abord, Togo Matin qui écrit « Soins de santé en zone rurale ». L'ONG M Afrique organise une conférence internationale du 16 au 20 décembre prochain à Genève, en Suisse. Magloire, vous en parlez aussi. Et à cette occasion, même là, vous publiez une interview que vous a accordée notre ami Michel Serge Kodom, le président fondateur de l'ONG M Afrique. Eh bien, il vous parle depuis Genève et vous écrivez, Dr Kodom dit tout. Oui, bien évidemment, vous savez, au Centre des Nations Unies de Genève en Suisse aura lieu donc à partir de lundi prochain cette conférence internationale qui porte essentiellement sur la problématique des soins en milieu rural. Vous savez que le problème se pose beaucoup plus avec acuité en Afrique et quand on connaît un peu la philosophie de M Afrique qui est d'amener l'hôpital vers les populations, eh bien Dr Kodom, notre compatriote qui est le fondateur de cette institution internationale là, a voulu organiser cette conférence internationale qui va rassembler un peu plus de 200 participants venus de 20 pays du monde, également de toutes les représentations de M Afrique à travers le monde, pour réfléchir sur la problématique, essayer de voir ce qu'il faut faire pour faire des plaidoyers auprès des gouvernants pour qu'on puisse instituer des politiques nationales à divers niveaux afin de trouver solution à ce problème. Et donc, à partir de lundi prochain jusqu'à jeudi ou vendredi, aura lieu cette conférence-là. Et nous avons profité pour accorder une interview au docteur. C'est lui qui nous a accordé une interview plus tôt. Et il nous a dit à peu près toute la philosophie derrière cette conférence et invite donc tous les partenaires, tous ceux qui peuvent encore les aider à faire en sorte que ça puisse être un succès. Et au-delà de tout, c'est un honneur pour le Togo parce que vous savez, pour la plupart des cas, ces genres de symposiums, de conférences internationales, ça s'organise par d'autres. Et c'est nous qui sommes invités. Aujourd'hui, le Togo peut s'estimer heureux d'avoir un de ces fils-là qui est l'initiateur. Et donc, je crois quand même que c'est une fierté nationale et nous devons l'apprécier tel et que vivement d'autres aussi puissent prendre la relève demain. Voilà la qualité du génie togolais. Sûrement que Kodom va avoir autour de lui à Genève une bonne partie de la diaspora togolaise. Qu'en est-il de la qualité de notre diaspora, cette diaspora que nous honorons et que le gouvernement vient de constituer en Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Olivier Adja, vous intéressez aussi à la diaspora, d'autant plus que nous sommes en décembre qui rime avec les vacances. Quand décembre, c'est l'hiver en Europe. Beaucoup de nos compatriotes africains descendent au pays. Alors Arakiri qui écrit décembre et les vacances, le mois où des gazécotos de Yovodé deviennent des PDG à Lomé. Oui, ça fait rire, mais c'est un phénomène de société que nous dénonçons. Vous savez, et on dit consommer local, consommer togolais, mais ça ne veut pas dire aussi s'amuser avec les produits togolais. Et il y a certains de nos frères, pas tous, heureusement, et ceux qui savent qu'ils le font, alors ils vont se sentir morveux, et qui s'organisent et pendant une année, qui épargnent, prennent leur billet d'avion et arrivent à Lomé et se transforment en pacha, en PDG. Ils mènent une vie donc de nabab à Lomé, et vous verrez derrière eux une horde, ou bien en tout cas des jeunes filles qui tombent facilement dans le panneau. Et c'est vrai, ils passent avec ces jeunes filles de très bon temps, et elles passent parfois d'une vie de pauvreté extrême à une vie de richesse et de princesse extrême, mais dans l'espace de 2 semaines à 1 mois seulement. Après, toutes les promesses que nos frères font à nos sœurs tombent à l'eau. Et parfois même certains, c'est nuitamment qu'ils quittent le pays et qu'ils bloquent leur numéro.
on n'arrive plus à les retrouver. Et parfois, ils laissent derrière eux des jeunes filles donc enceintes, des jeunes filles en désarroi, des jeunes filles qui ont construit des châteaux en Espagne, et elles se retrouvent avec des cases rondes à la maison. Donc voilà ce que nous dénonçons. C'est un phénomène, nous ne nous attaquons pas parce que certains croient que nous dénigrons nos frères qui font des métiers en Occident pour vivre. Donc on ne dénigre pas ces métiers-là, mais on dit seulement que d'abord les Togolaises, nos sœurs, n'ont qu'à faire l'effort d'être vigilantes, et ceux-là aussi qui viennent présenter leur situation comme s'ils étaient des dieux sur terre, qu'ils arrêtent de le faire. Eh bien, ça c'est un fait de société que le journal écrit dans son style harakiri, mais c'est quand même un fait de société. La preuve, la leçon qu'on en tire, l'homme, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et il arrive ces moments et les jeunes filles ont inventé un slogan à cette occasion, et simulant. Donc ceux qui viennent d'Europe, vous avez une copine ici, mais dès qu'un compatriote descend de la diaspora, vous êtes bissous éteignois, c'est le simulant qui a toutes les faveurs du pronostic. Bon, je pense que ce que Harakiri sort ce matin, c'est quand même poignant. C'est-à-dire que c'est un fait de société. Il a moins le courage de lever le voile sur une réalité. Et je pense que ça se passe chaque année, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire quand nos amis de l'extérieur rentrent à Lomé pour faire leur show, et avec des voitures des fois louées, des fois passées auprès d'autres amis qui vivent encore sur le territoire ici. Et bon, donc les filles pensent que bon, c'est Alice au pays des merveilles. Mais le revers de la médaille, c'est que quand nos amis repartent de l'autre côté de l'Atlantique, on laisse souvent nos sœurs ici dans des pleurs et dans des situations plus compliquées qu'elles ne l'étaient. Donc bon, aujourd'hui, je pense que Harakiri a le mérite de lever le voile sur cette réalité-là, et c'est quand même quelque chose qui se passe en général dans le pays, et donc le confrère ou mon confrère Olivier n'a fait que dire tout haut. Tout le monde c'est un fait de société, sauf Ambroise que ce que constate Harakiri et dont nous parlons, nos compatriotes de la diaspora qui reviennent, qui viennent faire le show ici, mais je connais également beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes hommes qui sont à Lomé et qui vont faire la même chose quand ils descendent au village pour les fêtes traditionnelles, pour les funérailles. Oui, peut-être la mission Tové, on doit en trouver. Non, Mission Tové étant un canton très vieux, grand canton d'ailleurs. Un grand canton dans la zone, et il y a une civilité pas possible là-bas. Comme on le dit souvent, les gens de la côte, pour avoir vu le blanc en premier aussi. Donc je crois que ce que tu dis n'est pas faux, parce que tout le monde converge vers la ville. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une civilité ici. C'est comme le Lomé, le Las Vegas des villageois. Donc de la même manière, Paris aussi peut être le Las Vegas pour ceux qui sont à Lomé. C'est vice versa. Il y a un Nigérien qui m'en excuse entre griffes. Une Nigérienne m'a dit, quand il est venu ici, la ligne ne va jamais partir. Je lui ai dit pourquoi. Il dit là-bas d'abord, des fois vous atteignez 50 degrés pour la chaleur. Et je lui ai dit finalement, donc vous avez déjà vécu l'enfer. Il y aura plus d'enfer. Non, je ne parle pas de l'enfer. Que lui, il sait quand même que l'homme ici, tout est bon. Qui ne partira jamais. Ah bon? Donc j'ai compris que réellement ce qui fait la ruée des Nigériens ici, c'est le paradis. D'abord, cette chaleur ne se retrouve pas au Niger. De deux, la vie est à moins de coût. Vous achetez à Imonou 300, vous êtes du matin, ça fait jusqu'au soir. Et ils déambulent les rues de Lomé, ils convergent leurs petits frères aussi de venir. Donc je comprends que chaque zone peut se retrouver être un paradis pour d'autres personnes. Donc ce n'est pas seulement les gens de l'Europe mais aujourd'hui l'Europe est gâtée, comme les gens le disent. Les Syriens, les Éthiopiens, les Somaliens, Afghans ont fait une ruée vers l'Europe, ce qui fait que les amis qui descendent maintenant de l'Europe disent que l'Europe n'est plus ça. Donc gardons notre Lomé comme ça. Sauf que la gouvernance change un peu pour pouvoir avoir... Ça me tient beaucoup. Magloire, faites attention. Le rapport est là. Magloire, quand vous allez quitter le Lomé pour aller chez vos oncles à Kouma ou bien chez vos parents à Klakou, n'allez pas jouer le Lométol, le Simélan local pour laisser les jeunes filles en désarroi après que vous serez partis. Oui, juste un petit mot, Magloire, et nous oui, juste un petit mot. Peut-être pour partager
comment vous appelez ça, une anecdote avec vous. C'est qu'il y a 3 ans, nous avons un parent qui vit en Suisse et il est revenu au pays 5 ans après pour faire son chantier. Et il nous racontait qu'il a été surpris par un phénomène, en tout cas par quelque chose qui a heurté sa sensibilité hier, c'est-à-dire la nuit dernière. Et il nous disait que la communauté togolaise qui vient en Suisse, ils se retrouvent entre eux, ils ont une caisse de solidarité, d'entraide. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui bénéficie le plus de cette caisse-là. Et vous pouvez imaginer que lui, quand il est arrivé pour faire son chantier, il était à Décon pour acheter quelque chose et il a vu venir une belle voiture fond qui a, en tout cas la musique était à fond, avec une boîte de nuit ambulante. Voilà, avec 3 filles. Et il s'étonnait que c'est qui ce jeune qui faisait du show à Lomé. Et quand il a été surpris de voir que c'est son ami là qui a ensuite bénéficié plus de l'entraide, voilà, qui fait son show à Lomé ici, alors que lui il est venu pour faire son chantier. Et que voilà quoi, quand il va quitter encore Lomé pour retourner en Suisse, il va retrouver sa vie normale. Et donc, c'est pour partager cette anecdote-là avec vous. Et si maintenant c'est bon, mais ça ne dure pas toute la vie. Voilà donc pour la qualité. Maintenant, nous ouvrons la page du changement. Et le changement va se jouer prochainement, aussi bien à la Fédération togolaise de football que à la présidence de la République. Et c'est pas trop dit de rappeler notre pensée du jour, Jacques Chirac, qui dit que le changement, c'est d'abord un état d'esprit pour nous tous. Alors, changement à la fédération, avec ce que partage avec nous, chronique de la semaine qui écrit Fédération togolaise de football, élection du nouveau bureau fixé au 25 janvier 2020. Et le délai de dépôt des candidatures, c'est le 26 décembre prochain. Autre journal qui nous en parle, c'est le Mérite sportif qui écrit lui à la page 4 élection à la Fédération togolaise de football, entre hésitation et calcul des probables candidats. Et le Mérite sportif qui trouve que contrairement à l'assemblée élective de 2016, l'ambiance est quelque peu timide à environ 2 mois de cette assemblée qui verra changement ou renouvellement à la tête du football togolais. Et là, vous en parlez aussi, Fédération togolaise de football, vous trouvez que les jeux sont ouverts? Oui, en début de semaine, il y a un communiqué de la Fédération togolaise de football, enfin communiqué de la commission électorale de la Fédération togolaise de football présidée par Atou Darius, qui a invité les potentiels candidats à déposer leur dossier au plus grand tard le 26 décembre 2019 pour l'élection qui va se tenir le 25 janvier 2020 en ce qui concerne la présidence de la Fédération togolaise de football. Et donc, les jeux sont aujourd'hui ouverts et à part un candidat officiel qui s'est déclaré, Monsieur Tino Adjeté, qui depuis quelques années déjà se porte candidat à la présidence de la FTF. Officiellement, c'est la seule candidature qui a été notifiée, enfin par la personne, par l'intéressé lui-même. Et on attend de voir dans les prochains jours les autres candidatures. Vous savez que c'est toujours comme ça, à la veille d'une élection à la Fédération togolaise de football, il y a des candidats qui se déclarent une minute avant minuit pour leur dossier. Donc c'est après qu'on a les noms véritables de ceux qui sont en course. Mais toujours est-il que le président actuel, sinon le colonel Guy Yakovi plutôt, veut pouvoir empiler parce qu'il a précisé ses intentions en septembre dernier lors d'une rencontre avec les présidents de clubs à la FTF. Il a dit qu'il veut bien continuer, je le cite fidèlement, il veut bien poursuivre ce qu'il a commencé, mais que tout va se décider lors du vote, que si les délégués décident de renouveler leur confiance au bureau de la FTF, ils le feront, mais s'ils décident de ne pas renouveler cette confiance-là, ils vont pouvoir respecter la décision des urnes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a eu moins de problèmes que par le passé, par rapport à la liste Nouvel Élan. Si nous plongeons dans les 4 dernières années, on remarque, à part les performances mitigées des sélections nationales, à part le défi
permanent de la direction technique nationale et le problème, l'éternel problème du sélectionneur national, je pense que plus ou moins les violences sur le stade également, et puis les décisions contestées au niveau des commissions qui composent la FTF, je pense que plus ou moins on a eu un parcours stable au niveau de la FTF en ce qui concerne l'organisation des différents championnats, parce que par le passé, à chaque 3 mois il y avait une crise. À chaque 3 mois, il y avait une nouvelle crise. Mais cette fois-ci, je pense que à part les 2 premières années, ou les deux premières années, voilà, qui ont été un peu mouvementées avec l'affaire d'équipementier surtout, au niveau de la FTF, et ensuite avec d'autres soucis, je pense que ce bilan a été plus ou moins calme. Et on souhaiterait que on puisse avoir cette paix-là, d'abord, au niveau de la gestion administrative, avant de nous inscrire dans des compétitions, parce qu'on a constaté que les clubs togolais ont fait quand même bonne figure sur le continent lors des éliminatoires. S'il y avait plus de volonté et d'encouragement, surtout de soutien, je pense quand même qu'on devait quand même franchir cette barre d'éliminatoire pour entrer dans la phase de poule. L'assemblée élective ce sera le 25 janvier prochain, mais les éventuels candidats ont encore 2 semaines, jour pour jour, pour déposer les dossiers. Alors, quelles sont les pièces constitutives des dossiers de candidature? C'est à lire à la page 3 du journal La Nouvelle Tribune. Voilà, on verra s'il y aura du nouveau ou bien du nouvel ancien à la tête de la fédération togolaise le 25 janvier prochain. Ambroise, un petit mot? Oui, un petit mot. Je crois que c'est celui qui a sorti le dossier mérite quand même nos félicitations, parce qu'il faut quand même rappeler aux Togolais que le football est toujours dans la tête des gens. Si les gens courent derrière les Champions League et autres, le Togo aussi a son football. Et ce football est dirigé par des gens qui ne communiquent pratiquement jamais. Moi, c'est ce que j'ai relevé, contrairement au même Roch Nyasingbe qu'on accusait de se muer dans un silence, communiquait de temps en temps par son temps. Mais bon, je ne parlerai pas de Gabriel Amei, qui aussi a fait son effort. Mais je n'ai plus, bon, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, je peux me tromper. Je ne sais pas si le colonel Akpovi a fait une fois une conférence de presse pour situer l'opinion sur la gestion de la fédération. Je ne parle pas d'argent, parce que quand on parle de fédération, ça attire vers l'argent. Au moins de ce qui se passe au niveau sur les stades, sur le nombre de divisions, le nombre d'équipes retenues pour la Ligue 1, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la série A et autres, pour nous communiquer sur l'évolution faite au niveau du championnat féminin. Bon, je crois que c'est aussi son devoir de le faire. Au mieux, le secrétaire général, mais personne ne dit rien. Et heureusement, le congrès est arrivé. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. S'il veut qu'on le conduise, bon, ça c'est libre à ceux qui vont voter. Mais ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir le jeu à tout le monde. Comme par le passé, on a eu des crises. On a imaginé que les gens voulaient toujours écarter certains qui sont redoutés, et on a amené un colonel pour pouvoir certainement calmer le jeu. Mais ici, je crois qu'il faut donner une ouverture à tout le monde qui est togolais, civil ou surtout civil, de pouvoir briguer la tête de la fédération pour pouvoir changer l'image de la fédération. Ont encore 2 semaines pour déposer leur dossier de candidature, et puis l'assemblée élective sera le 25 janvier prochain. Et puis 4 semaines après l'assemblée de la fédération, c'est l'assemblée générale de tous les Togolais qui iront aux urnes pour se choisir soit un nouveau président ou bien un nouvel ancien président de la République. Magloire? Oui, vous savez, je suis également un peu de loin relativement ce qui se fait à la fédération. Dommage que je ne suis pas électeur, sinon moi je dis ce que nous avons suivi depuis 2016. Ne serait-ce que la stabilité qu'il y a eu au niveau du football togolais, pour moi, c'est un élément essentiel qui plaide largement. Oui, mais vous n'allez pas influencer le vote malheureusement, je ne suis pas électeur. Et donc, je fais mon observation en tant que Togolais, parce que à un moment donné, on a vu tout ce bordel-là qu'il y a eu dans notre football, et les gens se sont constitués en club d'amis jurés, d'ennemis jurés selon les intérêts, et ils ont fait à ce que les Togolais qui aimaient le foot à un moment donné se sont relâchés complètement, y compris moi-même. Et donc, peut-être que parce que c'est un colonel que les gens ont pris peur et ont laissé le football se dérouler sur le terrain. C'est ce qui est important. Et l'homme l'a souligné, ces dernières années, nous avons eu à voir quand même de belles prestations au niveau des clubs togolais qui ont eu à exceller, certes,
on n'a pas atteint le niveau qu'on aurait voulu, mais par rapport à quelques années en arrière, on a vu qu'il y a un travail qui se fait. Aujourd'hui, l'équipe nationale locale est qualifiée pour le CHAN de 2020 qui aura lieu au Cameroun. C'est un acquis. On est en train de remodeler, en tout cas, faire un travail au niveau du football féminin. C'est également un acquis. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Si Guy Akpobé peut le faire, pourquoi pas. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir apporter sa touche pour qu'on puisse aller loin, pourquoi pas. L'essentiel est que le football puisse rouler sur nos terrains. Merci. Merci. Voilà. Donc, voilà le changement que nous aurons à la tête du football togolais le 25 janvier peut-être. Et puis 4 semaines après, le football, c'est tout le Togo qui ira aux urnes. Ce sera dans le cadre du premier tour de l'élection du président de la République. Le 22 février, et là-dessus, voilà le vainqueur écrit que le 22 février est déjà trop loin pour certains, mais trop proche pour d'autres. Vous nous direz ici dans ce studio si c'est loin pour vous ou bien si c'est trop proche. Mais la bataille qui se joue déjà, c'est que, enfin, le souhait, c'est que cette élection se joue dans la transparence, dans la crédibilité et dans la sécurité. Et pour cela, cette semaine, nous avons enregistré la visite d'une dignitaire du gouvernement américain. Il s'agit de Madame Whitney Birch, sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, qui a rencontré différents acteurs ici au Togo. Et sur sa visite, Liberté écrit ce matin sur la page Caricaturement Votre, élection libre et transparente, fort rassure Whitney Birch. C'est également dans ce sens que séjourne actuellement dans notre pays une mission de la CEDEAO conduite par le général béninois Francis Béhanzin qui rencontre des acteurs ici et là. Et sur cette visite, Liberté nous écrit, rencontre CEDEAO, acteurs politiques et organisations de la société civile, l'association Togo Debout se montre prudent pendant que le reliquat de la C14 demande à la CEDEAO d'être impartial. Et le changement, justement, écrit, Togo Debout réclame des conditions minimales de transparence. Et à l'issue de leur audience avec la mission de la CEDEAO, Togo Debout, le Front citoyen Togo Debout a sorti un communiqué dans lequel il relève ses exigences, à savoir un fichier électoral fiable, crédible et disponible à tous les acteurs, la recomposition de la CENI et de ses démembrements, la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Un extrait de ce que Front citoyen Togo Debout. Et quant à vous, Magloire, votre journal trouve un étrange destin pour notre pays et vous écrivez que la situation sociopolitique va de mal en pis. Oui, malheureusement, quand vous faites un peu l'analyse sur la situation sociopolitique dans notre pays, vous verrez que la situation va de mal en pis. Et c'est ce que nous avons essayé de relever dans notre éditorial parce que depuis un moment, on a l'impression que le Togo, en tout cas, est devenu une terre étrangère, même à ses fils, où on a l'impression d'être étouffé à l'intérieur. Et ce qui explique d'ailleurs, quand vous observez bien cette ruée-là des braves alliés togolais de la jeunesse vers l'autre manche. On a vu ce qui s'est passé l'autre fois au niveau du service des passeports où beaucoup de Togolais, en majorité des jeunes, se démerdaient là-bas pour se faire établir leur passeport parce que justement recherchant le mieux-être ailleurs. Et notamment donc, pour jouer à la loterie Visa du gouvernement américain. Tout à fait. Et donc ça doit être inquiétant et c'est un signal fort que forcément quand on prend les chiffres officiels, on a l'impression que tout va bien au pays. Mais en réalité, les faits quotidiens nous prouvent à suffisance que ce n'est pas aussi vrai que ça. Et donc, même pour le petit commerçant, il te dira que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que nous avons à respecter la culture fiscale également, mais c'est aussi une lourde, en tout cas un lourd fardeau qui pèse sur les épaules de nos petits commerçants qui sont également appelés à contribuer parce que le PND dont on parle doit être supporté à plus de 60%
par le secteur informel. Et là, allez-y savoir comment est-ce que les Togolais même se débrouillent pour survivre. Parce que depuis un moment, les salaires, on connaît le niveau, le SMIC à 35 000, l'un des plus bas de la sous-région, pendant que le coût de la vie monte au quotidien ou pratiquement régulièrement. Et donc, tout ceci mis ensemble nous amène à dire que ce n'est pas aussi rose dans le pays. Et la grande partie, ce qui est en tout cas constitué des électeurs, les Togolais du bas peuple, comme nous les avons nommés dans notre éditorial, on est un peu trop exigeant avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à respecter leurs devoirs, à exécuter leurs devoirs, mais on peine à les faire jouir, n'est-ce pas, ce qui est de leur devoir. Et donc, c'est ce qui nous a amené à prendre notre réflexion dans notre éditorial pour dire que les chiffres sont ronflants, mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas aussi ce que nous observons dans les chiffres. C'est comme un constat que, même à vue d'œil, quand vous circulez dans le pays, quand vous échangez avec les parents, les collègues, les amis, l'ambiance n'est pas des plus roses. D'autant plus que nous sommes en période électorale, en période de fin d'année. Hier, j'étais quelque part, quelqu'un, je ne pouvais pas imaginer ça de lui, qui parlait vraiment de la sécheresse financière dans sa poche, dans sa famille et dans le pays. Allez-y comprendre quelque chose. Mais revenons à nos journaux avec ce que nous intitulons aujourd'hui le mystère Faure. Est-ce que Faure va être ou bien ne va pas être candidat de son parti uni à cette élection présidentielle? Revue de presse avec Ouara, les vainqueurs, qui écrit, qui nous rappelle ce matin que les militants du UNI attendent impatiemment le oui du président Faure Gnassingbé. Vous rappelez ce qui s'est fait à Plita avec des marches de soutien, des motions qui nous rappellent une certaine époque que nous croyons révolue. Et à cette occasion, j'avoue que j'ai noté avec surprise que le secrétaire exécutif du parti uni a pu déclarer publiquement que le candidat naturel de leur parti n'a même pas besoin de dire oui. Alors, est-ce qu'ils imposent leur volonté à leur champion? C'est une question qu'on peut se demander. Alors, Olivier Adja, vous y revenez aussi à la page 3 de Harakiri, quand, avec votre style, vous écrivez « Faure Gnassingbé dit seulement un mot et tes partisans seront guéris ». D'autre part, vous écrivez que le Messi de Uni refuse-t-il de jouer le match du 22 février 2020 ou c'est comment même? Oui, cette question mérite d'être posée. Et vous savez, vous l'avez rappelé, on a vu les manifestations, les sorties publiques des jeunes unir, des femmes unir, et à la Sosara qui on peut dire des bébés unir, des vieillards unir. Mais celui vers lequel ces appels sont lancés est muré dans un silence sépulcral. Donc on ne l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il a décidé réellement. Est-ce que ces militants et les militants de son parti donc sont en train de penser qu'ils risquent de les lâcher à la dernière minute ou à la dernière heure, parce qu'on a l'impression qu'on veut lui imposer pratiquement cette candidature. Et aussi, vous savez, quelqu'un a eu à le comparer, le président Faure Gnassingbé à Messi, donc Lionel Messi de Barcelone, qui a eu son 6e ballon d'or il y a peu de temps. Donc, on se demande, est-ce que Faure Gnassingbé ne veut pas avoir son 4e fauteuil d'or? Ça aussi, c'est une question que nous nous posons. Mais, et dans le fond, c'est qu'il y a un malaise évident au niveau du NI. La question du 4e mandat ou de la candidature de Faure Gnassingbé aujourd'hui se pose en réalité au sein de son parti, et qui est cette question met face à face lui et ses militants. On voit que les militants sont en face de Faure Gnassingbé et ce sont eux qui font le débat autour de cette candidature, plus que peut-être la société togolaise, que la presse même, que l'opposition. Mais la question du mandat aujourd'hui de Faure Gnassingbé est posée par UNI elle-même. Justement à ce niveau, par des indiscrétions, il semble qu'il y a deux camps antagonistes au sein d'UNI.
il y a certains qui souhaitent vivement qu'il rempile, et c'est eux qui font les manifestations. Mais il y a un autre groupe qui ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment contre cette 4e candidature. Oui, ça a tout l'air. Je crois qu'il y a une bataille qui se joue au sein du NIR autour de la candidature du président Faure Gnassingbé. Et quel camp lui-même, donc sur quel camp il est, on ne saurait le dire. Mais jusqu'aujourd'hui, et à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, et on ne sait pas si Faure Gnassingbé va se présenter ou pas à cette élection. Donc nous, on est en train donc de tourner ça et de ce spectacle en dérision, en disant est-ce que vraiment lui-même, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il ne veut pas jouer ce match alors que c'est le meilleur joueur? On l'a présenté comme le meilleur joueur de son équipe UNIR FC. Alors, si le meilleur joueur d'UNIR FC ne se présente pas à ce match-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce qu'on dit que lorsque Messi n'est pas là, parfois, Barcelone peine à en même temps, pour les partisans du Messi Faure Gnassingbé, ils peuvent se rappeler ce match joué hier. Barcelone a joué sans Messi. Mais Barcelone est allé gagner à l'extérieur l'Inter de Milan. Et avec Ansu Fati, le plus jeune de la classe. Voilà. Alors, est-ce que cela peut inspirer les gens ici? Bien entendant, donc, vraiment que le mystère Faure Gnassingbé s'éclaircisse, des candidatures s'annoncent. Si nos calculs sont bons, hier, on doit avoir 15 accusé réception de la 14e candidature avec mon camarade d'université, c'est ma promotion, professeur Kwame Iolu, qui a été désigné par son parti, le PSR. L'investiture va se faire prochainement, mais c'est pas suffisant. Il y a Monseigneur Podjoro qui continue à rechercher activement, je n'ose pas dire désespérément, son candidat unique. Il n'a pas encore son candidat, mais il veut déjà constituer un pactole, le fonds de campagne de ce candidat unique. Monseigneur Podjoro qui recherche entre 4 et 7 milliards de francs CFA pour ce oiseau rare qui ne désespère pas de trouver. Alors, en attendant ce candidat unique de Podjoro et en attendant que Faure Gnassingbé nous sorte de son mystère, Ambroise, votre journal The Guardian, vous avez passé les candidats déclarés et annoncés à la loupe et vous n'y trouvez que des crabes, des lézards et autres cafards dans cette liste-là. Oui, c'est une métaphore qui voudrait présenter le lot de candidats qui, aujourd'hui, c'est inédit pour le cas du Togo, qui font une ruée vers le fauteuil présidentiel. Quand vous faites une bonne lecture, vous comprenez que comme d'abord c'est la première fois, de deux, il y a de ces plaisantins là aussi qui se retrouvent dans le lot, plaisanter parce que c'est des plaisanteries, c'est-à-dire il faut aller droit au but. Et parce que les gens comme Sodi, le pasteur contre qui je n'ai rien, je ne sais pas s'il a un programme de création de 1000 églises, c'est-à-dire en devenant président. C'est son cas qui me préoccupe énormément. Parce que quand j'ai entendu des gens, les pasteurs Edo, les gnagnons, mais il y a aussi des candidats sérieux qu'on a eu à présenter. Jean-Pierre Fabre est un candidat sérieux au vu de son poids dans ce pays. Il y a Dr Obenton qui a très tôt commencé la campagne, dans les campagnes. Le premier déclaré. Et bizarrement, le monsieur, quand vous le lisez, il fouille, il fait la campagne comme à l'américaine. Il est dans tous les villages pratiquement. Il est même allé en Côte d'Ivoire, faut faire un truc. Il est à l'université pour un forum avec les étudiants. C'est un candidat sérieux. Parce que moi, j'ai mes indicateurs pour juger celui qui est sérieux ou n'est pas. Et en plus, il y a Podar aussi, qui semble s'il est du FMI. Donc, quelqu'un qui vient du FMI. Oui, quelqu'un qui vient du FMI, peut être candidat sérieux. Encore faudra-t-il qu'il soit assis très longtemps sur le terrain pour maîtriser les réalités togolaises. Mais je le classe quand même parmi les candidats sérieux. Edo, qui a été élu conseiller municipal, peut aussi être un candidat sérieux. Bon, les gens ne l'ont pas compris, mais je suis désolé. Moi, c'est un monsieur qui se bat. Il faut reconnaître qu'il se bat. Donc, vous savez reconnaître les candidats sérieux des plaisantins. Oui, il y a trop de plaisantins. Il y en a trop. Merci. Et là, bon, moi, par rapport à cette flopée de candidatures à l'élection 2020, je pense que c'était prévisible, hein. Surtout que ce sera une élection en 2 tours. Tout le monde veut quand même se présenter pour voir comment il peut essayer de tirer son épingle du jeu. Les gens se présentent non pas parce qu'ils ont envie de devenir président, mais les gens se présentent pour le plaisir
choisi de se présenter, il y a des gens qui sont là aussi pour faire du business. Donc aujourd'hui, c'est au peuple de trancher. Donc on peut avoir 1000 candidats, c'est pas encore un problème. Mais je pense que le peuple doit véritablement trancher, parce que quand vous voyez quelqu'un qui se présente ou bien qui est candidat, qui dit que lui il est candidat pour soutenir quelqu'un qui doit gagner, eh bien, je ne sais pas si le discours là est un discours qui est raisonnable ou qui s'y est. Ben maintenant, je crois aussi que c'est pas encore fini, parce que Hadi n'a pas fini d'investir son candidat. Hadi ne s'est pas encore prononcé sur l'éventualité de la présentation d'une candidature. Il y a l'MCD de Maître Tchassona Traoré qui continue de donner des interviews sans véritablement préciser le fond de ses pensées. Et il a été candidat en 2015. S'il te plaît. Il y a l'UFC. Il y a l'UFC, même si on dit que il y a une partie qui dit qu'on ne présentera pas de candidat. Il y a une autre partie qui dit que oui, on va présenter un candidat. Bon, on est déjà dans le flou. Donc ça fait 3 parties qui aujourd'hui ne se sont pas encore déclarés officiellement, sans compter que au niveau de la C14 il y a toujours cette guerre où on dit on présente pas, il y a un membre qui vient qui dit qu'on présentera pas, il y a une autre qui vient qui dit qu'on va présenter. Bon, finalement on sait pas à quelle danse on assiste de ce côté-là. Donc je pense qu'on va probablement atteindre une 20aine de candidatures d'ici là, et on verra, et c'est le peuple qui aura la latitude de trancher. Merci. Alors, il est candidat. Ambroise nous dira s'il est crédible ou bien plaisantin. Lui, c'est Jerry Taman, le candidat du NET, qui dit souhaiter vivement l'alternance, mais il reconnaît par un certain réalisme que ce sera difficile de réaliser l'alternance en 2020. Et puis, l'homme en parlait, il y a cette bataille-là au sein de l'UFC. Est-ce que l'UFC va désigner un candidat, oui ou non? Et quel serait ce candidat? L'UFC, toujours qui joue un feuilleton avec ses représentants dans les CELI et dans les démembrements. Nous apprenons que une première liste envoyée par le président Gilchrist Olympio a été détournée, et c'est d'autres personnes qui ont envoyé leurs propres personnes pour représenter l'UFC dans les CELI et dans les démembrements. C'est quand même pathétique ce qui a cours c'est de l'UFC, mais je dis objectivement, je crois quand même que il serait bien pour l'image et pour l'avenir politique de l'UFC de présenter un candidat, parce que on ne peut pas constituer la première force de l'opposition selon la norme actuelle et ne pas être présente à l'élection présidentielle. Et donc, ça va dans la droite ligne de la norme démocratique que l'UFC soit présente dans la course. Maintenant, le débat se fera autour de celui-là qui est à même de pouvoir, en tout cas, conduire la liste UFC à cette élection. Et comme vous l'avez dit, le président national, on connaît, il est sous le poids de l'âge, et donc tous les militants presque, que ce soit de la première heure ou de la dernière heure, parce que cette réalité est là, il y a certaines qui se retrouvent dans le camp des précurseurs, qui ne tolèrent pas le fait qu'il y a des jeunes arrivistes qui prennent la parole et qui parlent au nom du parti parce que ils ont réussi à influencer le vieux. Et ils font leur affaire avec le parti, et donc il y a cette guerre-là au sein de l'UFC, mais l'essentiel pour moi est que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre pour que le président national puisse avoir cette facilité-là de départager les deux camps, parce qu'on a l'impression que quand l'autre camp l'aborde, il dit oui, et juste après, quand l'autre aussi vient, il dit oui, et finalement, c'est ça qui fait que il ne se retrouve vraiment plus dans ce plat-là. Et donc, on va voir ce qu'il en sera dans les prochains jours, mais toujours est-il que il serait de bon ton ou une erreur même politique pour que l'UFC ne soit pas de la course. Voilà, c'est le perroquet qui se demande pourquoi tant d'agitation dans l'entourage de Gilchrist Olympio. Alors, le perroquet se demande que disent ceux qui sont pour une participation de l'UFC à la présidentielle, et également c'est le perroquet qui trouve quelques clans au sein de l'UFC. Il y a d'abord le clan représenté par Dr Ekwe Foli Gada, et l'autre clan représenté par Jean-Claude Achou Omao. Bon, l'UFC traversé par différents courants de pensée, qu'est-ce que ça va donner?
dans la consolidation de l'accord de gouvernement que ce parti c'est triste. Avec le RPT. Bon, c'est triste. C'est triste ce qui se passe au niveau de l'Union des forces de changement. Vous savez, lors de la formation du gouvernement, de ce gouvernement-là, on a assisté à ça aussi. Il y a eu un bicéphalisme au niveau du parti où on a dit que bon, la première liste envoyée par le président pour des ministres qui devraient être nommés a été dénoncée par des vieux, ceux qui se revendiquaient être les aînés dans le parti pour dire que mais lui il est arrivé quand pour être ministre. Et donc tout ça aujourd'hui, c'est pas quand même quelque chose qui honore le parti depuis que ils sont signés l'accord avec le parti au pouvoir. Donc ça fait que le président même n'a plus d'emprise véritable sur le parti, et c'est ce qu'on constate. Et parce qu'un président c'est un leader. Et un leader ne peut pas tolérer qu'il y ait dans son parti un grand désordre où des individus se lèvent, bon, excusez-moi le terme, mais pour dire que oui, mais ça c'est du banditisme politique. Vous ne pouvez pas avoir un président et vous avez deux clans, tout le monde vient raconter ce qu'il veut, mais si vous n'êtes pas... Et puis c'est des gens qui aspirent à prendre le pouvoir un jour. Il faut se discipliner, la discipline ne s'achète pas au marché, je suis désolé. Vous aspirez à gouverner un pays, vous aspirez à être des ministres, ou vous aspirez à être des autorités, vous ne pouvez pas vous frotter à ce niveau, ou bien à ces scènes d'arrière-boutique, je suis désolé. Oui, je le disais tantôt, c'est ce problème-là, le président qui signe la liste de ses représentants dans les commissions électorales locales indépendantes, les gens sont allés se faire former par la CENI. Ceux-mêmes la forment les membres des comités listes, des cartes et tout ça. Et 3 jours après, quelqu'un envoie une autre liste à la CENI pour remplacer ceux du président qui se montre impuissant. Et puis, le perroquet qui parlait du clan de docteur Kouegada, de Achou Omao, d'autres vous parlent du clan du familial. Il y a la famille immédiate de M. Olympio qui le prend pratiquement en otage. Et il y a un autre clan entre les anciens, comme l'ancien ministre Elliot Ohin, qui revendiquent leur légitimité historique et qui voient d'un mauvais œil que de jeunes arrivistes viennent avoir les faveurs du président. Voilà tout cet amalgame. Olivier, rapidement. Non, mais c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Ce n'est pas que 2 camps qui s'affrontent au sein de l'UFC. Il y a plusieurs camps. Et chaque militant est pratiquement à son camp. Et il faut compter le nombre de militants donc que ce parti a. Et ça fait mal au cœur de voir la situation de ce parti et l'UFC que nous avons connu, et l'UFC d'antan, et c'est cette UFC que nous connaissons actuellement. Et c'est dommage, mais je crois que c'est d'abord les aînés, c'est-à-dire ceux-là qui se considèrent comme qui ont fait du parcours dans le parti, qui n'aident pas beaucoup à faire évoluer les choses et qui à chaque moment veulent imposer leur vision. Maintenant, il y a aussi la jeune classe qui est en train d'émerger et que voilà, ces aînés ne veulent pas voir leur tête émerger. Donc, Ambroise, avant de vous ouvrir sur apparemment, tous ces événements nous donnent raison. En 2015-16, moi, j'avais prédit ces choses-là ici. Entre-temps même, j'ai que ce Olympio, quand il passe maintenant, c'est les mouches qui le suivent, au lieu d'en être des hommes. Je ne le cite pas, je ne dis rien, mais quand vous commettez de mauvaises actions contre un peuple, ça vous suit. C'est ce qui arrive aujourd'hui. J'ai déjà prédit tout ça. Merci, prophète Ambroise. Virulent ou pas, les auditeurs apprécieront. Eh bien, une petite pause commerciale et nous nous ouvrons à vous pour vos questions, vos commentaires et vos suggestions, vos critiques. On a parlé de la qualité. On a parlé des changements à la fédération, changements à la tête du Togo. La parole vous sera donnée dans un moment. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous. La parole est à vous et j'ai également mes confrères et notre invité qui nous vient de la qualité qui sont à votre disposition. Léopold en ligne, bonjour. Bonjour Monsieur Saz, comment vous allez? Oh, ça va, ça va. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Monsieur Saz. Oui. Tout le temps, nous disons que l'Église prend de l'argent du pays pour faire ça, pour faire ci.
Vous ne voyez pas que les opposants ont de l'argent dans notre pays. 20 millions fois 14, vous savez combien déjà? S'ils se rassemblaient, ils prenaient cet argent-là pour faire quelque chose aux citoyens du pays, est-ce que ce ne serait pas bon? Peut-être. Vraiment, moi je suis vraiment soutenu par ces candidatures qui n'ont même pas de sens. Certaines n'ont pas de sens. Vraiment, il faut que le Togolais fasse un peu d'analyse de conscience et revienne sur terre. Merci Léopold. Juste rappeler que les candidats n'ont pas encore allé, ils sont pas encore allés pour payer leur caution. Ça se fera au moment où ils iront déposer leur candidature auprès de la CENI. Deuxième auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo. Oui, j'ai pas beaucoup de retours, mais parlez un peu fort s'il vous plaît. Vous avez le retour maintenant? Oui, allez-y. Oui, Maglo. Vous savez, je suis aussi têtu que l'année du désert. Tant que vous persisterez à dire que c'est des militants de l'UDI qui poussent le chef de l'État à briguer un 4e mandat, je vous dirais non. Je vous dirais non aussi lorsque je vous dis que vous avez le monopole du micro et ce à quoi vous refusez. C'est pour vous dire que lorsque vous constatez, vous jugez que je suis en train de dire des bêtises, vous pouvez me couper, c'est possible, ce que moi je ne peux pas faire. Alors revenons maintenant à cette histoire de militants qui poussent le chef de l'État. Je vous ai dit que c'est du déjà vu, depuis 1973 déjà vu. C'est de l'escroquerie politique. Le commanditaire, c'est celui-là qu'on propulse. Du moins, il est consentant. Nous sommes d'accord. S'il n'est pas consentant, il va lever la main. Parce que des gens vont jusqu'à dire qu'on lui impose ça. Parlant de M. Achole qui dit qu'il ne peut pas refuser. C'est une escroquerie, cessez de nous dire des choses comme ça. Bon appétit. Merci Monsieur Maglo, merci pour votre fidélité au club La Presse, têtu ou pas têtu, c'est ce que nous aimons et qui nous enrichit. Le troisième invité, Monsieur Sandro. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Et moi, c'est à propos des candidatures là. À la présidence ou bien à la fédération? À la présidence. Oui. Bon, tous les opposants ont leur droit de présenter leur candidature. Naturellement. Oui, mais le problème est que eux tous là, aujourd'hui là, ils sont là, personne ne veille à ce qui se passe au niveau de la CENI. Ils n'ont aucun, je dirais, ils n'ont même pas de représentant ou bien quelqu'un qui peut leur dire exactement ce que la CENI est en train de faire comme travail. Or, pour gagner une élection, c'est l'organe indispensable, le seul que nous tous nous disons que c'est la CENI qui nous proclame le vrai résultat. Et c'est sur cette base que nous nous basons pour dire la crédibilité de l'élection. Mais au jour d'aujourd'hui, les membres de la CENI, je ne sais pas s'ils ont la liberté de faire clairement le jeu en faveur du peuple togolais. Or, ils seront là-bas pour suivre des ordres venant uniquement du gouvernement. Or, on sait que au Togo, le gouvernement n'a aucun objectif pour le pays. Le principal, c'est de gagner et coûte que coûte pour conserver le pouvoir pour un seul parti politique jusqu'à ce jour. Donc, ce que moi j'aurais préféré, c'est que la présidence de la CENI se dégage totalement de toute sensibilité politique pour organiser les élections en âme et conscience avec tous les membres de la CENI pour que, au lendemain des résultats, personne ne puisse contester ce qui serait réellement sorti des urnes. Et par là, tout le peuple togolais va les applaudir. Quant à la candidature du président fort ou pas, l'essentiel c'est de sortir ce qui serait sorti des urnes, uniquement pour avoir un résultat clair pour l'élection présidentielle à venir. Merci pour votre contribution. Et l'homme, juste rappeler que le débat est sur la transparence du processus. C'est pourquoi le gouvernement américain a dépêché son émissaire chez nous cette semaine. C'est pourquoi la CEDEAO est là. Et aussi bien le reste de la C14 que le Front Citoyen Togo Debout vient de sortir des communiqués pour réitérer leurs exigences
pour la transparence du scrutin. Oui, je pense que chacun doit y mettre du sien pour la transparence du processus. C'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est quand même quelque chose qu'on doit rechercher, la transparence du processus électoral. Je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent toutes ces déclarations auxquelles nous assistons aujourd'hui. Merci. Pendant qu'on se bat pour être candidat, est-ce qu'on suit le travail que fait la CENI, le président de la CENI qui doit rassurer par sa vraie indépendance? Le président Tchambakou Ayassor doit savoir aviser en conséquence. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, maître directeur. Oui. Je salue mon fils, mon neveu. Ambroise Pondio. Merci. Et merci de nous oublier, nous qui ne sommes pas vos neveux. Oh. Parce que son père, c'était mon patron. C'est à son âme. J'ai dit, il a trouvé certains de plaisantins. Bon, le Togo, là. Le pouvoir, excusez-moi, on est avec, hein. C'est pas n'importe qui. Et quand Dieu, il n'y a aucune autorité qui ne manque de Dieu. Tu vas, monsieur Sass, tu es là-bas, ton grand-père, s'il est chef, il est ni chef. On ne l'achète pas, hein. Ce que j'ai à vous dire. Mais quand il s'agit du président, je vous ai toujours dit, nous avons parié, nous verrons celui qui gagnera le président fort, qu'on lui dise de se présenter, qu'il ne se présente pas, lui va se présenter. Nous allons voir, vous me le direz que Papa Sibiti a dit ça, que les Togolais, qu'ils s'unissent, qu'ils s'aiment, le président, le prélat, mes enfants, vous n'avez pas vu, je vous parle depuis 58 jusqu'à ce jour, le président peut tout faire. Je ne lui souhaite, je ne suis pas pessimiste. Il ne va pas réussir. Ça, c'est le Togolais. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Papa Sibiti qui parle des fois en énigme. J'espère que ceux qui l'ont écouté ont compris. Je rappelle que on a parlé des candidats de l'élection présidentielle. On a parlé également de la fédération qui connaîtra, enfin, qui ira en élection le 25 janvier. On a parlé également de la diaspora. On a parlé également du prix qualité, que la qualité que chacun devrait s'imposer. Qu'on soit radio, journal, commerçant, paysan, chacun devrait cultiver la qualité, n'est-ce pas, monsieur Kolani? Ah, c'est clair, monsieur Sass. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Et pour les élections, pour la fédération, il faut qu'on supplie à Covid de ne pas se présenter. Et pourquoi? Parce qu'il a échoué, lamentablement, il n'a pas pu dire à Claude Leroy de démissionner avec toute la médiocrité qu'il donne. Surtout que c'est un colonel, vous savez, avant de porter l'habit du colonel ou bien de treillis, on était dit valeur et discipline. Ainsi, du moment où le football fédère toute la population et il est incapable de dire au chef de l'État que ce monsieur, il faut qu'il parte. S'il ne part pas, c'est lui qui devait démissionner. Mais s'il n'a pas pu faire ça, je ne sais pas pourquoi il va encore se présenter. Maintenant, pour les élections présidentielles, je veux passer par votre canal pour dire à notre grand frère, bien notre papa, Podro, beaucoup de courage pour lui. Et puis, il ne faut pas qu'il dévoile le candidat commun. D'abord, pour le moment, il n'a qu'à voir les candidats, ceux qui seront retenus par la Cour constitutionnelle. Parce que s'il dévoile maintenant, on risque d'invalider la candidature de celui que nous allons soutenir. Oui, certes, mais vous permettez, il s'agit quand même d'une élection présidentielle et le candidat a besoin d'un minimum de temps pour se faire connaître par l'opinion avant le jour du scrutin. Non, de toute façon, quand on aura un candidat commun, ici il n'y a pas de problème, on va se mobiliser. Le terrain est déjà vaste. Ça, vous êtes des journalistes, vous avez fait le constat. Quand Hkoum a fait la tournée sur tout l'étendue du territoire, vous avez vu les résultats. Quand Tiki a fait le truc là, vous avez vu, c'est la même population. Elle n'a pas changé. Ils ont vomi le parti du pouvoir. Le parti, c'est fini, c'est terminé. Le chef de l'État ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il a gagné avec ces députés-là. Et puis, tenez-vous bien, vous êtes des journalistes. Quand on a été aux élections législatives, j'ai été, ils ont, dans certains préfectures, si jamais ils ne sont pas présentés, ils ont présenté des candidats indépendants. Et dans la tête de la population là-bas, une idée partie, ils sont pour l'indépendant. Ah, ça aussi, c'est leur propre tombe qu'ils ont creusé. Même si c'est la veille là, qu'on présente un candidat unique qui va battre, si c'est le chef de l'État actuel qui bat, on va le battre dans les urnes. On n'a pas peur pour ça. Nous allons, de toutes les façons, moi, Kolani, je me mobilise déjà au niveau d'Agouin 1, et puis dans mon village, pour prendre des dispositions. On attend seulement le signal de Kodjo.
Merci pour votre chaîne. Eh bien, vivement que Pogiro donne son signal et que l'équipe de Kolani parte en campagne. Merci. Donc, juste rappeler que encore et toujours, les élections, la politique intéresse. Merci pour notre ami Kolani qui nous a parlé de la fédération. Olivier, Kolani a relevé quand même que le colonel Akpovi porte une tâche pour son mandat avec le sélectionneur national. Oui, mais tout le monde sait comment le sélectionneur national est arrivé. Mais moi, je ne sais pas, Olivier. Bon, on nous a dit donc que ça a été négocié ailleurs. Est-ce que celui qui n'a pas recruté, est-ce qu'il peut demander à celui-là de partir? Je crois que la stabilité qui est dans le football aujourd'hui, c'est ce qu'il faut préserver et Akpovi a su bien. Et c'est ce que vous retenez, vous. L'ami Kossi, bonjour. Ouais, bonjour. Oui. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct. D'accord. C'est juste pour dire que par rapport à l'élection au niveau de la fédération, faut pas qu'on essaye d'amatouer les gens. Parce que l'objectif du président de la fédération et de l'entraîneur, c'est de porter haut les couleurs de l'équipe nationale et du football national. Donc, quelle que soit la stabilité qu'il y a, si le résultat là n'est pas atteint, c'est que le pays est toujours invisible dans le rang des clubs au niveau mondial et juste au niveau africain. Donc, c'est le résultat qu'il faut voir. Ce n'est pas une accalmie précaire qu'il y a au niveau de l'environnement où les gens ont peur de s'exprimer ou bien de dévoiler ce qu'ils ont. Ce n'est pas cette accalmie-là qui va jouer en faveur de quelqu'un qui va briguer un nouveau mandat. Donc, c'est le résultat qui consiste à porter haut les couleurs de l'équipe ou bien du football national au niveau international. C'est ce résultat-là qui est important. Quel que soit le trouble qu'il y a, si le pays avance dans le concert des nations au niveau du football, mais les résultats vont parler et les troubles là, on viendra les voir après. Est-ce que notre football peut faire des résultats si l'ambiance n'est pas sereine pour qu'on puisse aller au stade et jouer? Mais justement, l'ambiance que vous qualifiez, l'ambiance là est trompeuse. L'ambiance là est trompeuse. Si l'ambiance là est vraiment au rendez-vous et que c'est vraiment sincère, on ne serait pas là où on en est actuellement. Merci. Donc c'est juste ça que je voudrais soulever. Merci. Voilà tout le mérite du débat contradictoire où les arguments se télescopent. L'essentiel c'est que la lumière jaillisse à la fin. Monsieur Lakousan, Monsieur Sass, même si on ne vous parle pas directement, des gens demandent de qualité au niveau du football togolais. Effectivement, il faut de la qualité à tous les niveaux. Il faut que la fédération et les responsables de la fédération togolaise de football s'inscrivent dans la démarche qualité et que tout se fasse selon les normes qui régissent le domaine du football sur le plan international. Donc la qualité, ça s'impose à tous les niveaux. C'est une discipline transversale et qui s'impose au niveau de toutes les activités, que ce soit socio-professionnelle, socio-économique. La qualité, elle est importante un peu partout. La qualité passe par les hommes et les femmes qui vont produire des résultats conséquents. L'ami Patrick, bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Ça va. Vous nous suivez en direct, ça veut dire que la grâce de Dieu est avec nous. Amen, oui. La grâce de Dieu est sur nous tous. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Togo. C'est que moi, j'ai à dire. Vous pouvez demander à votre voisin de se taire un peu, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Je veux dire que il ne faut pas que les gens nous font dormir. Pourquoi les gens ont peur de la candidature de Faure Gnassingbé? Si vraiment les gens disent qu'ils sont populaires, mais c'est en ce moment ils vont demander à Faure Gnassingbé de déposer sa candidature et puis les urnes vont les juger. C'est que leur façon là, c'est avoir peur. Ils ont peur de Faure Gnassingbé. Kolani qui parle là, il dit il a mobilisé Aguaye 1 Aguaye. Moi, il est dans le même quartier que moi, mais je sais qu'il ne m'a pas mobilisé. Les gens sont en train de mobiliser aussi leurs militants. Donc, ils n'ont qu'à laisser doucement Faure va déposer sa candidature. Et maintenant, là, les urnes vont juger. C'est là-bas on va voir si vraiment les Togolais aiment l'opposition ou bien aiment Faure. Même ils peuvent faire tout. Faure a déjà gagné les élections. Non, attendez qu'on aille d'abord aux urnes.
Oui, c'est ça que je dis. Il ne faut pas qu'ils disent que chose. Quand ils disent qu'ils ont déjà gagné, là. Que fort, ils ont déjà maîtrisé le terrain. Ils ont maîtrisé le terrain par où? Allô? Oui, je vous suis, Patrick. Oui, ils ont maîtrisé quel terrain? Ils ont maîtrisé quel terrain et ils disent que Kolani n'a pas maîtrisé quand même Magoye. Moi, je suis dans le même quartier que lui. Il ne m'a pas maîtrisé moi quand même. Et pour Boduro là, Boduro, je ne sais pas s'il est un homme de Dieu ou bien il veut mettre le carburant dans le feu. Si vraiment il est un homme de Dieu là, il n'a qu'à vraiment s'occuper de Dieu pour que Dieu, le jour de sa mort là, Dieu le bénisse. Amen. Bye. Merci beaucoup. On me signale l'ultime auditeur et avec là on va terminer. Monsieur Essor, bonjour. L'ami Essor. Ou bien les partis, vraiment dommage. Mais je voudrais juste... Fon n'a pas encore déposé candidature, il dit qu'il a gagné. Il a gagné comment? Lui-même a déjà dit que le jeu va se jouer dans les urnes. Et comme le gouvernement américain, la CEDEAO et tous... La CEDEAO ne fout rien. N'appelez même pas ce nom-là. Les Togolais sont fatigués de la CEDEAO. Point. Ok. Mais la CEDEAO est toujours dans nos murs. Béhanzin est arrivé dans ce pays. Il a dit hier sur une radio que la CENI là, déjà c'est bon. La CENI est technique. Quand j'ai écouté ça, j'ai éteint immédiatement la radio. Mais ça n'empêche pas Béhanzin de continuer à rencontrer les gens et de parler. C'est ça aussi. Donc tu confirmes que tu es venu là comme Olivier l'a dit. Eh bien, nous faisons un rapide tour de table avec l'ami Lapoussant. Donc la qualité, c'est pas seulement ce qui va être décerné demain, mais il faut que vous nous invitez, nous tous et chacun, individus, associations, gouvernements, partis politiques, entreprises. Il faut que nous tous allions vraiment à la dimension qualité. Merci. Effectivement, il faut que tout le monde aille à la démarche qualité, puisque la démarche qualité même, c'est l'ensemble des processus, c'est l'ensemble des mécanismes mis en jeu pour produire des biens et des services de qualité et qui répondent aux besoins et aux attentes des clients. Et donc, il faut que tout le monde, quelle que soit la corporation, que chacun s'invite à la qualité pour le bien de son organisation, le bien de son association, le bien de sa société, de son entreprise ou bien de son organisme. C'est très important la qualité. C'est très important la qualité pour les produits que nous servent les entreprises, la qualité pour le club de la presse, la qualité pour vos différents journaux, la qualité à la fédération de football, la qualité dans le gouvernement, la qualité dans les partis politiques et au sommet de l'État. Et nous serons vraiment très heureux. Effectivement, c'est l'État, au niveau de l'État que la qualité est venue. Donc l'État même est en train de piloter la qualité. Et donc je crois que les autorités en sont déjà conscientes et que d'ici peu, je crois que la qualité va rayonner dans notre pays. Qu'il en soit ainsi, comme dirait un monseigneur Podro. Tour de table avec vos cartons de fin d'émission. Magloire, de Coquenvie? Non, pas de cartons, mais je voudrais mener une petite réflexion par rapport à la floraison de candidature qu'on constate actuellement. C'est que moi, je suis dans la lignée de ceux qui pensent qu'on ne peut pas interdire à un Togolais de vouloir briguer à la magistrature suprême. Mais en même temps, je me dis qu'il est impérieux qu'on associe à cette volonté-là une bonne dose de morale et d'objectivité. Parce que je me dis, imaginons, quand nous voyons un peu la liste, c'est vrai, il y a l'intellect qui plaide à la faveur de nombre d'entre eux. Mais également, au même moment, je me dis, est-ce que, par exemple, un professeur Wolu, est-ce qu'il peut mobiliser des militants de son parti qui seront présents dans les 9000 bureaux de vote? C'est des questions. Quand on parle d'un candidat comme Mastapi ou je ne sais pas, l'artiste, on parle tout à l'heure de la démarche qualité. Lui là, il n'a pas encore fait 2 albums durant 30 années de carrière. Est-ce qu'il peut mobiliser au moins 9000 militants qui seront dans le bureau de vote? C'est une question. Les anglophones aiment dire où est ainsi, voilà. Nous verrons s'ils feront ou ne feront pas. Olivier a déjà votre carton? Oui, un carton vert déjà au CTF et à ses dirigeants. La foire a pris fin et avec un bilan honorable ou du moins un bilan positif.
Il y a aussi la foire Mariva qui démarre. C'est un seul canton. Je parle de la foire. Je donne un carton vert à un seul destinataire. aux foires, aux deux foires. Foire Mariva et foire de Lomé. La foire Mariva démarre le 15. Merci beaucoup. Demain. Et là, Mati Chogwe, votre carton? Non, je n'ai pas de carton. Et donc, comme je passe mon carton à Olivier pour qu'il puisse donner au moins un seul carton. Il a déjà donné. Non, moi, je voudrais dire bonjour je voudrais tout juste dire bonjour à nos, je crois, à nos amis qui sont du côté de, comment vous les appelez, de Ifodel. Ils ont commencé la rentrée et des étudiants y arrivent. Seulement, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans le monde de la décentralisation et que si vous ne vous formez pas, il y aura des problèmes parce que au niveau des communes, on a besoin de ceux-là qui maîtrisent le contexte de la décentralisation. Merci. Un carton qui vire plutôt à un Atalakou. Oui, plus qu'un Atalakou, certainement. Peut-être même un Bitos. Non, il n'y a pas de Bitos. C'est fini pour aujourd'hui. Mais nous vous retrouvons demain, vendredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.